Hello la team, comment ça va en cette fin de semaine? Vous l'avez sûrement vu, exceptionnellement dimanche, je ne vous ai pas proposé de sondage sur Instagram pour le choix de ce sujet. Ouais, désolé pour ça, j'ai pris une petite semaine de vacances et cette vidéo, pour être tranquille, il fallait que je l'anticipe un peu. Mais ne vous en faites pas, dès ce dimanche là, les sondages seront de retour sur le canal et je vais faire en sorte de vous proposer du lourd. Alors si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Insta, c'est le moment, le sujet de la semaine prochaine vous appartient la team. Mais ouais bref, comme vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai eu envie de parler des Sixers, qui pour moi représentent la grosse déception de cette saison NBA 2024-2025. En ce moment, chez les fans, l'ambiance est morose, et l'avenir s'annonce sombre. L'équipe de Pennsylvanie peut-elle rebondir? À quoi peut ressembler son futur, ainsi que celui de son leader Joel Embiid? Eh bien, pour avoir des réponses à ces questions, ne bougez pas, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui sur cette vidéo. Et oui, les Sixers, au vu du cataclysme qu'il y a en ce moment à Philadelphie du point de vue de la NBA, il faut qu'on en parle. Alors que les Eagles fêtent encore leur victoire au Super Bowl en foot US, le contraste avec l'équipe de basket actuellement au fond du gouffre est saisissant pour les fans. Les Phillies l'an passé au baseball ont terminé avec le meilleur bilan de la MLB. Les Flyers, eux, au hockey, s'affichent en milieu de tableau en NHL. Et même le Union en football vient de commencer sa saison sur les chapeaux de roue. Mais le basket, pourtant si glorieux par le passé, devient une catastrophe abyssale en ce moment, au point où ces Sixers deviennent un petit peu les mal-aimés, les moutons noirs des équipes sportives de Philly. Pourtant, au vu de ce qui a été fait dernièrement, les espoirs étaient réels au début de la saison. Avec cette équipe, on s'attendait à voir un contender, mais c'est tout l'inverse, un fiasco total. Les Sixers de 2024-2025 sont une catastrophe ambulante. On parlait d'une team qui, sur le papier, devait enfin briser la malédiction du second tour, mais qui en réalité est en train de sombrer comme rarement une franchise de ce calibre a pu sombrer. Alors on va commencer par expliquer le contexte, et dès le départ, pourtant pas mal de choses semblaient réunies pour une grosse saison. Joel Embiid, ancien MVP en 2023 et champion olympique l'été dernier, Paul George en renfort pour apporter son expérience et son scoring, Tyrese Maxey en pleine explosion, sur le papier c'était du lourd, sauf que tout a déraillé. Embiid n'a joué que 19 matchs de façon morcelée avant d'être mis sur la touche pour tout le reste de la saison. Paul George lui est décevant, bien loin du niveau qu'on attend d'un joueur qui a signé le Supermax. L'équipe est vieillissante, fragile, elle n'a aucune identité défensive, et sur le terrain on ne voit plus que ça. Aujourd'hui, les Sixers affichent un bilan misérable, et malgré quelques petits sursauts d'orgueil, comme ça, parfois, les défaites s'enchaînent. Ne mâchons pas nos mots, c'est une honte pour un effectif de ce calibre. Alors après, oui, il y a eu des blessures, on va en parler, mais ça n'explique pas tout. Actuellement, tout part en vrille. Les absences répétées ont complètement détruit la hiérarchie interne. Personne ne sait vraiment quel est son rôle. L'alchimie est inexistante, il n'y a aucun automatisme. On dirait une équipe de pick-up qui se retrouve pour la première fois sur un playground. Déjà que la défense était suspecte en début de saison, aujourd'hui c'est juste une passoire. On parle d'une équipe quand même qui récemment a encaissé 142 points face à l'attaque des Bulls, une équipe concurrente directe pour le play-in en plus de ça. Non, ce que cette team montre sur le terrain cette année c'est juste honteux. Quand tu prends autant l'eau contre une attaque aussi médiocre, ce n'est plus une question de talent, c'est une question d'effort et d'investissement. Et clairement cette saison, ces notions semblent avoir totalement disparu du roster des Sixers, au plus grand dam des fans. On en est même à se demander si les joueurs ont encore envie de se battre, et pourtant, selon les joueurs, les playoffs sont encore l'objectif. André Drummond a encore récemment affirmé qu'ils allaient tout faire pour accrocher le play-in, mais soyons sérieux, pour aller y faire quoi? Même en supposant un scénario où il remonte un peu, il se ferait sortir en un clin d'œil. Cette team en ce moment passe son temps à se faire dérouiller, et pourtant les joueurs sont toujours là à rêver des playoffs, comme s'ils ne voyaient pas la réalité en face. Et cette réalité, elle est simple, cette saison est morte et enterrée, et aujourd'hui, il devient complètement incohérent de penser le contraire. On a des leaders perdus, cabossés, qui n'ont plus de mental, plus d'envie. Le reste, des vétérans fatigués et des jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion ou l'opportunité de trouver leur marque dans ce foutoir ambulant. Alors oui, mathématiquement c'est vrai, le play-in est toujours accessible, mais même en supposant que par le plus grand des hasards l'équipe se qualifie pour la post-season, quel en serait le sens? Si c'est pour se faire botter les fesses dès le premier tour par Cleveland ou Boston, merci, mais les fans peuvent se passer de ça. Non, ce projet a d'ores et déjà échoué, et cette saison est à oublier au plus vite. Il ne reste plus à attendre que ce calvaire se termine et espérer que Daryl Morey ait un plan pour éviter que cette situation ne devienne un
un bourbier à long terme. Parce que oui, s'il y a bien quelque chose qui semble certain, c'est que ce groupe n'a plus d'avenir tel qu'il est construit aujourd'hui. Il est temps de l'accepter, et plus vite ce sera fait, plus vite il sera possible de passer à autre chose. Et forcément, le premier élément dont il faut qu'on parle dans cette histoire, c'est Joel Embiid, l'homme censé être le visage de la franchise. Pour lui, ça y est, enfin, c'est officiel, sa saison est terminée. Rideau. Et vu comment ça s'est passé, ça soulève tout un tas de questions. Quel bilan tirer de son exercice? Que peut-on espérer pour la suite? Et surtout, est-il encore ce joueur dominant capable de mener une équipe au sommet? Parce que oui, on va être cash, sa saison a été une galère absolue. Embiid a traîné son genou en vrac toute l'année, il a joué sous infiltration, ça n'a pas suffi, et clairement il n'a jamais été lui-même. 19 petits matchs disputés sur 82 possibles, des moyennes de 24 points et 8 rebonds loin de ses standards habituels, une défense en dents de scie, pour ne pas dire invisible, on est loin, très loin du MVP flamboyant de 2023. Maintenant, c'est repos forcé, et focus sur la saison prochaine, pas le choix. Est-ce que ça signifie qu'à l'issue de cette période, on retrouvera un Embiid au sommet de son art? Eh bien pour ça, j'ai des doutes, de très gros doutes. La réalité, je pense qu'il est temps de l'admettre, elle est claire, son prime est désormais derrière lui. Il va avoir 31 ans, son corps lâche petit à petit, et mentalement, il va devoir accepter une transition inévitable. On le sait, il n'a jamais été le joueur le plus stable dans sa tête, ni le plus fiable physiquement. Ça fait des années qu'il joue au yo-yo avec sa forme physique, et aujourd'hui, on en est à se demander s'il peut encore être le franchise player des Sixers, ou si ce rôle n'est plus taillé pour lui. Maintenant oui, pour les plus optimistes, après ce repos, il y a toujours un monde où il reviendrait en feu, prêt à prouver qu'il est toujours ce MVP en puissance. Mais soyons honnêtes, il y a un monde encore plus probable, même s'il est plus pessimiste, où il deviendrait un joueur à 18-20 points par match, dire bon et quelques contres, un joueur qui se concentre davantage sur la défense et le travail de l'ombre, un lieutenant XXL plutôt qu'un patron absolu. La chute serait fatale, mais est-ce que ce serait si grave que ça? Eh bien pas tant, je me dis. Si son rôle évolue mais qu'il reste un atout majeur, ça peut même être une bonne chose pour les Sixers. Mieux vaut un Embiid un peu moins dominant mais plus impactant sur d'autres aspects du jeu, plutôt qu'un Embiid qui force pour être le joueur qu'il n'est plus. Mais est-il prêt à accepter ça? C'est toute la question. Il a toujours voulu être le visage de la franchise, et c'est légitime. Il est un immense joueur, l'un des plus talentueux de toute l'histoire des Sixers. Mais aujourd'hui, l'heure du passage de témoin semble proche si elle n'a pas déjà sonné. Tyrese Maxey monte en puissance, Paul George est là, et Philly a besoin d'un leader fiable sur qui s'appuyer soir après soir. Embiid peut encore être un élément clé, mais plus forcément le point central. Alors on n'en est pas là encore, c'est sûr, je le redis, c'est pessimiste, mais son avenir va dépendre de beaucoup de choses. De la manière dont il va gérer cette période, de sa capacité à adapter son jeu, de son état d'esprit aussi. Mais un point est clair, le Embiid qu'on a connu ces dernières années, celui qui dominait la ligue et martyrisait les raquettes, ce joueur-là, on ne le reverra peut-être plus jamais. Pour moi, ce Embiid-là est finito, ou pas loin, et c'est maintenant dans cette période de transition que se joue la suite de son histoire. Du coup, il va falloir compter sur d'autres éléments à Philadelphie, mais à côté de lui, Paul George également représente un cas compliqué cette saison. À 34 ans, il devait être la pièce manquante du puzzle pour propulser les Sixers vers le titre. Résultat, un rôle flou, une hiérarchie bancale, des blessures à répétition et une équipe en perdition. Ce n'est pas juste un problème de niveau ou de forme, c'est avant tout un problème de structure et de contexte à mes yeux. Oui, on va être honnête, jusque-là, Paul George n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le système de Nick Nurse. Trop d'incertitudes, trop de responsabilités mal définies. Parfois, il devait être l'option numéro 1, parfois il devait s'effacer derrière Maxey et Embiid, et au final, il n'a jamais vraiment pu s'adapter, ça s'est vu sur le terrain. Quand l'équipe a eu besoin de lui pour step up, il a eu du mal à répondre présent. Alors oui, il a encore des fulgurances, des moments où il rappelle pourquoi il est payé plus de 50 millions par an, mais sur l'ensemble de la saison, c'est largement insuffisant. On se rappelle tous de ce match face à Brooklyn, sans Embiid et sans Maxey, où il n'a scoré que 2 petits points. Une catastrophe. Et puis il y a son corps aussi, ce n'est pas un secret. Paul George traîne la patte. Littéralement, il n'est pas à 100%, et ça se ressent sur son agressivité, sur sa défense, sur son impact global. Ce n'est pas une question de motivation, apparemment, il a même arrêté son podcast pour se concentrer sur la saison. Mais le constat est là, il est aujourd'hui loin de son meilleur niveau. Et la question maintenant, c'est que faire avec lui, avec son énorme salaire? Forcer le passage et espérer qu'il retrouve son niveau d'antan, ou alors être pragmatique et plutôt penser à l'avenir? Pour moi, la réponse est limpide. Les Sixers n'ont plus rien à jouer cette saison. Pourquoi risquer d'aggraver son état? Pourquoi lui imposer des matchs sans enjeu dans une équipe qui ne sait même plus si elle veut gagner ou tanker? Ce serait beaucoup plus intelligent de le ménager, de le load manager à outrance et de le préparer pour la saison prochaine. Ouais, franchement, si j'apprends demain que les Sixers décident de mettre un terme à sa saison, non seulement je ne serais pas surpris, mais en plus de ça, je serais rassuré. Parce que oui, malgré tout, Paul George peut toujours être un atout énorme, mais à deux conditions, qu'il soit en bonne santé et qu'il ait un rôle clair. L'an prochain, s'il revient en forme, il doit être un lieutenant, une option numéro 2, voire 3, qui défend, qui score quand il le faut, et qui s'intègre dans un collectif structuré. Pas besoin qu'il joue les héros, pas besoin qu'il sauve cette franchise à lui seul, non, il doit se concentrer sur les tâches de l'ombre. C'est peut-être peu demandé pour un joueur aussi bien payé, mais pas le choix. À Philly, il faut faire avec ce que l'on a. Puis j'ai l'impression qu'assumer un tel costume, d'autant plus si ça permet à l'équipe de gagner, c'est aussi ce qu'il veut. Ses récentes déclarations le montrent, il veut retrouver du plaisir sur le terrain, il veut jouer le
bon basket. Pour lui, c'est là que réside la clé. Jouer simple, jouer juste, dans un rôle qu'il comprend, et retrouver cette alchimie qui a complètement disparu cette saison. En clair, pour les Sixers maintenant, la meilleure décision à prendre, c'est de mettre Paul George au repos. De lui permettre de se soigner, de souffler mentalement, et de revenir l'année prochaine avec un vrai plan en tête. Ce n'est même pas une question de tanking ou de renoncement cette fois-ci, c'est une question de bon sens. Paul George peut encore être un joueur majeur, mais uniquement s'il est physiquement et mentalement prêt, et cette saison ne lui apporte ni l'un ni l'autre. Il faut voir plus loin, préparer l'avenir, et enfin lui donner un cadre où il pourra s'épanouir. Sans ça, à Philly, je pense qu'on est parti pour de longues années de galère avec son contrat. Pour toutes ces raisons, je pense que désormais, dans ce contexte, à Philadelphie, toutes les routes mènent vers Tyrese Maxey. Parce que soyons clairs, cette fin de saison ne sert plus à gagner des matchs, elle sert à préparer l'avenir. Et à voir ce que ça donne, mais l'avenir des Sixers pourrait bien porter le nom de Tyrese Maxey. 24 ans, une explosion confirmée, une progression linéaire qui force le respect. On parle d'un joueur qui a fait de son tir une arme létale, qui a appris à mieux gérer les tempos et qui continue d'ajouter des cordes à son arc année après année. Mais surtout, on parle d'un joueur qui n'a pas encore atteint son prime, et ça c'est l'un des rares points qui peut être excitant au milieu du bourbier que représentent les Sixers cette année. Alors la question se pose, peut-il devenir le franchise player de cette équipe? Peut-il devenir l'homme autour duquel les Sixers vont construire leur avenir? Honnêtement, aujourd'hui, je pense que le meilleur moyen de le savoir, c'est de lui donner sa chance, de lui donner les clés. Dans le contexte actuel, il n'y a plus rien à perdre et tout à apprendre. C'est maintenant qu'il doit se planter, c'est maintenant qu'il doit tester ses limites, forcer des choses, faire des erreurs, parce que dans une saison où les résultats collectifs ne comptent plus, chaque leçon qu'il apprend aujourd'hui pourrait être un pas de plus vers la maturité dont il aura besoin l'an prochain. Mais le problème, parce que oui, il y a encore un problème, c'est que ça pourrait mettre Maxey dans une situation paradoxale. L'arrière veut gagner, il veut porter cette équipe sur ses épaules, il ne lâchera rien, et pourtant, il est dans une situation où une partie du public préférerait voir sa team échouer, car chaque victoire des Sixers les éloigne de leur pic protégé top 6, parce qu'une victoire de trop pourrait être une victoire de moins sur le long terme. Ça, c'est un sentiment absolument absurde, j'imagine, pour un joueur en pleine explosion. Imagine, tu bosses tout l'été, tu fais tout pour devenir la meilleure version de toi-même, et au moment où tu peux tout montrer, tout péter, une partie de tes propres fans croise les doigts pour que ton game winner ressorte du cercle. C'est une situation lunaire, et pourtant il va devoir composer avec ça. Mais franchement, est-ce que certains d'entre vous croient encore que Embiid va revenir l'année prochaine dans une version de lui-même qui change tout? Ça pourrait, hein, mais ça reste un pari plus qu'incertain. Du coup, ce qui compte maintenant pour moi, c'est Maxey, c'est sa progression, son développement, sa montée en puissance. Peut-il être un franchise player? Peut-être, il a le talent, la mentalité, la capacité de travail, mais peut-il être le franchise player qui emmène Philly au sommet? Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, il faut voir grand avec lui, sans oublier que ce genre de statut ne se décrète pas, il se prouve sur la durée. À lui maintenant de profiter de la situation pour prendre de l'XP et prouver qu'il a les moyens et les épaules pour viser si haut. Alors, cette fin de saison, pour moi, ça doit être Maxey time, sans retenue, sans filet. Si l'avenir de Philly est entre ses mains, autant commencer à le façonner dès maintenant, dans cette saison qui ne sert plus à rien. Parce que oui, pour cette campagne, aujourd'hui, pour Philadelphie, je ne vois plus aucune autre issue que le tanking. Quand on voit la situation actuelle de l'équipe, c'est sans aucun doute la meilleure décision à prendre. Vous l'avez compris, cette équipe n'ira nulle part cette saison, alors autant en profiter pour sécuriser l'avenir. Aujourd'hui, Philadelphie détient le 6e pire bilan ex-aequo de la NBA et ce n'est pas anodin. Leur choix de draft 2025 est protégé top 6. Ça veut dire que s'ils finissent dans cette zone, ils conservent leur pic. Mais s'ils gagnent trop de matchs et glissent au-delà de cette 6e place, leur choix pourrait partir à Oklahoma City. Et ça, ce serait une catastrophe. Avec la dynamique actuelle, les Sixers ont environ 9% de chance d'obtenir le first pick et donc Cooper Flag. Ajoutons à ça que si le tank est bien géré, même s'il y a de sacrés concurrents en NBA dans le domaine, ses probabilités pourraient encore augmenter. Alors ça veut dire quoi bien tanker? Ça veut dire s'assurer que Paul George soit ménagé sur la fin de saison. Ça veut dire donner leur chance aux jeunes pour savoir sur qui compter à l'avenir. Et ça veut dire, comme on l'a évoqué, donner le champ libre à Maxey pour qu'il se développe encore et fasse des erreurs, quitte à ce que ça produise un enchaînement de défaites. De toute façon, c'est le but. Et puis, même sans forcer un tanking agressif, ce qui est dingue, c'est que cette équipe perd déjà beaucoup. Le manque de cohésion est flagrant, les défaites s'accumulent, et le mental global est en berne. Même avec leur star, les Sixers galèrent. Donc je le répète, mais c'est important, autant essayer d'accompagner ce mouvement, plutôt que de toujours tenter de jouer une carte pour le play-in qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. L'objectif maintenant doit être clair, maximiser les chances d'obtenir Cooper Flag à la prochaine draft. Pour moi, même si sa présence ne résoudrait pas tout, il serait le rookie idéal. Défensivement, il apporterait une intensité immédiate, et vu la galère des Sixers à ce niveau, il pourrait être un game changer, un poste 4 élite qui défend, qui bouge bien, et qui est déjà NBA ready. Le problème, c'est que même avec un bon tank, rien ne garantit d'obtenir ce first pick. La loterie apporte toujours son lot de surprises. Mais peu importe, pour Morey, il faut tenter, et même si Flag lui échappe, il y a d'autres prospects très intéressants, comme Dylan Harper, S. Bailey ou encore VJ Edgecombe, des talents ultra prometteurs qui pourraient eux aussi offrir une nouvelle dynamique à Philly. Tout ceci repose évidemment sur un équilibre fragile, et c'est bien le problème. Les Sixers ont beau avoir l'un des 6 pires bilans de la NBA, ils sont loin d'avoir la certitude aujourd'hui de pouvoir conserver leur pic en juin prochain. Bon,
Brooklyn par exemple aujourd'hui se retrouve au coude à coude, une ou deux victoires mal placées et hop, Philadelphie se retrouve hors du top 6 et pourrait perdre son pic. La fin de saison doit donc être gérée avec prudence et gagner trop de matchs serait contre-productif. Et puis il y a encore un autre paradoxe, en donnant du temps de jeu à certains jeunes ou à des joueurs qui veulent prouver leur valeur, Philly pourrait accidentellement commencer à mieux jouer, comme Quentin Grimes qui a planté 44 points dans une victoire face aux Warriors en fin de semaine dernière. On a déjà observé ce phénomène avec des équipes qui tankaient mais qui ont fini par créer un environnement de compétition sans le vouloir. Les Sixers doivent donc être prudents et intelligents. Ils doivent absolument tout faire pour conserver ce pic. C'est le moment ou jamais de miser sur l'avenir. Ça passera par un tanking stratégique, assumé et bien géré. Ensuite, qui sait? Lors des 10 dernières loteries, à 5 reprises, l'équipe qui a remporté le first pick ne faisait pas partie des 5 qui avaient le plus de chances de l'obtenir. Les Sixers peuvent donc rêver, surtout que les amateurs de théorie du complot pourraient ajouter que la NBA a tout à gagner en donnant à cette équipe historique de la ligue les cartes nécessaires pour retrouver les sommets. Et puis ce que j'aime bien, si on pense à l'avenir, c'est que parmi les jeunes à Philly, c'est qu'il y a quelques éléments intéressants, à commencer par Jared McCain. Quand les Sixers l'ont sélectionné avec le 16e choix de la draft 2024, beaucoup ont salué cette décision, un choix logique. McCain c'était l'un des meilleurs shooters de sa classe, un joueur offensif polyvalent et un vrai compétiteur sur le plan défensif. Mais soyons honnêtes, peu imaginer qu'il deviendrait aussi vite un élément clé pour Philadelphie. Pourtant, dès le début de la saison, il a prouvé qu'il avait sa place en NBA. Son adresse extérieure, son intelligence de jeu et surtout son énergie ont été un vrai souffle d'air frais pour cette équipe des Sixers. Il a montré qu'il savait s'adapter à son rôle. Quand les stars étaient là, il jouait simple, prenait des tirs ouverts, gardait le ballon en mouvement. Mais quand il fallait step up, il n'a pas hésité à prendre le jeu à son compte, à créer ses propres opportunités et à scorer en volume. Ce n'est pas pour rien qu'au moment de sa blessure, il était dans la discussion pour le futur trophée de rookie de l'année. Et puis coup dur, déchirure du ménisque en décembre, saison terminée pour lui. Depuis, les Sixers ont appris à faire sans leur rookie, mais son absence s'est ressentie. Il apportait vraiment cette fraîcheur nécessaire, et ce n'est pas un hasard si l'équipe a commencé à cruellement flancher après sa blessure. Avec lui, on parle d'un joueur capable de punir les défenses qui surchargent Embiid, Maxey ou George, un joueur qui ne panique pas sous la pression et qui aurait pu faire la différence dans des matchs où les Sixers ont souffert face aux prises à deux adverses. Et même si c'est très embêtant pour lui, je n'ai pas envie de voir non plus cette blessure comme un gros frein à son développement. Parce que McCain, c'est tout son caractère, ce n'est pas juste un talent brut, c'est une mentalité à toute épreuve. Pendant sa rééducation, il n'a jamais lâché, il est là tous les jours à bosser son shoot, à faire de la muscu, à absorber un maximum d'infos sur le jeu. Comme il l'a dit lui-même, il a des comptes à régler, il veut prouver qu'il est meilleur que les 15 joueurs sélectionnés avant lui. Alors pour la suite, à son retour de blessure, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de sa part à Philadelphie? Il pourrait être titulaire, mais je le vois surtout comme un 6e homme de luxe, un game changer qui débarque du banc pour dynamiter les défenses adverses. Son énergie, sa capacité à mettre des tirs et à prendre feu rapidement font de lui un candidat idéal, je pense, pour ce rôle. Avec un McCain en pleine possession de ses moyens, les Sixers auront une arme supplémentaire pour viser haut. J'en suis persuadé, ce garçon, au-delà du talent, a tout ce qu'il faut dans la tête et dans le slip pour être un gros élément du futur de cette équipe. Et puis, au-delà de lui, d'autres jeunes pièces également pourraient graviter autour de ce projet. Parmi eux, Justin Edwards, et pourquoi pas Adem Bona, Ricky Council et Jared Butler. Alors, ont-ils ce qu'il faut pour s'intégrer dans la durée à ce projet à Philadelphie? Eh bien, pour parler de ça, commençons par Justin Edwards. À 21 ans, ce rookie a montré des flashs hyper intéressants. Il a tout ce qu'il faut pour exister en NBA. Un bon gabarit, des qualités athlétiques, une défense sérieuse et une capacité à mettre dedans de loin. Le souci, c'est qu'il est encore brut. Il enchaîne les erreurs et doit se discipliner. Mais c'est justement là que cette fin de saison peut lui être bénéfique. Avec le tanking, il aura du temps de jeu, des responsabilités et la possibilité d'accumuler de l'expérience. S'il progresse dans la prise de décision et la constance, il peut devenir un vrai élément en sortie de banc dès la saison prochaine. Ses 25 points contre OKC mi-janvier ont révélé un joueur qui ne se contente pas de briller dans un contexte de seconde unit. Il sait s'adapter aux stars autour de lui, et ça c'est une qualité précieuse. Après, à côté de lui, on a aussi Adem Bona, un profil totalement différent. Pivot athlétique, énergique, capable de protéger le cercle, il ne sera probablement jamais un titulaire indiscutable, mais il a toutes les qualités pour être une présence utile sous le panier. Ses minutes cette saison ont prouvé qu'il pouvait apporter, même si son impact reste limité offensivement. Ce qui est intéressant, c'est que lui a déjà un rôle clair. Poser des écrans, défendre et aller chercher des rebonds. Il faut maintenant qu'il gomme ses fautes évitables et apprenne à mieux canaliser son énergie. Avec des vétérans comme Drummond et Embiid à ses côtés, il a tout ce qu'il faut pour apprendre et se développer. Là encore, la fin de saison doit lui permettre de progresser et de solidifier sa place dans la rotation. Ensuite, Ricky Council, l'un de mes petits chouchous, même s'il a de vraies failles. Lui, c'est un électron libre. À 23 ans, il a déjà prouvé qu'il pouvait être un vrai energizer offensif, capable de scorer en série sur de courtes séquences. Son contrat n'est pas un problème et son potentiel reste intéressant. Le but sur cette fin de saison, c'est de voir s'il est capable de franchir un
cap en gagnant en régularité. S'il continue sur cette lancée, il pourrait s'imposer comme une option offensive viable en sortie de banc lui aussi. Mais tranquille, pour l'instant, il est encore dans cette catégorie de joueurs qui doivent encore prouver qu'il mérite une place stable en NBA. Sa fin de saison révélera s'il mérite de continuer avec les Sixers à l'avenir ou pas. Et enfin, je veux parler de Jared Butler, récupéré à la deadline, peut-être le joueur le plus intrigant du lot dans ce groupe de jeunes. Il a montré quelques coups d'éclat comme son match à 15 points contre Toronto, mais il peine à s'imposer durablement. Pourtant, avec un temps de jeu conséquent sur cette fin de saison, il pourrait se faire une place en tant que backup meneur. Il n'a pas un statut de prospect ultra prisé, mais il a du talent et une vraie capacité à apporter en défense, mais aussi en attaque quand il est en confiance. La question, c'est de savoir s'il arrive à convaincre le staff qu'il mérite une place dans l'effectif au-delà de cette saison. Butler est un joueur intelligent, et s'il trouve sa confiance, continuer avec lui pourrait être une bonne idée. Bref, ces 4 jeunes ont des arguments, tous, mais aucun d'entre eux n'est une certitude absolue pour les projets futurs des Sixers. La fin de saison sera un vrai test pour eux, et au vu du contexte actuel de l'équipe, ils auront des opportunités, à eux de les saisir. Le truc, c'est que pour Philly, il sera très compliqué, d'un point de vue financier, de garder tout le monde. Alors parlons gros sous un petit peu. Cet été, les Sixers ne seront pas en position de faire des folies sur le marché. Fini le grand nettoyage de 2024 où ils avaient pu reconstruire autour d'Embiid et Maxey avec un max de cap space. Là, on est dans une autre réalité. Le trio Embiid, Maxey, George représente à lui seul 145 millions de dollars de salaire. Autant dire que la marge de manœuvre est extrêmement réduite pour Daryl Morey. Avec une limite projetée à 155 millions et un effectif qui représente 170 millions de contrats garantis, les Sixers sont déjà largement au-dessus du salary cap. Si avec ça on prend en compte les player options de joueurs comme Oubre, Drummond et Gordon, ils pourraient alors se retrouver à la limite de la luxury tax, voire même du premier apron. En gros, ils n'ont pas la place pour signer un agent libre majeur, juste une mid-level exception potentielle et des contrats minimum. Ça fait pas BZF. Du coup, la grande question, c'est qui prolonger, et au-delà des jeunes dont on a parlé, 2 joueurs sont en ligne de mire, Guerschon Yabusele et Quentin Grimes. Prolonger les deux, même si ce serait mérité, relèvera probablement du miracle financier, et il faudra donc faire des choix. Quentin Grimes, 24 ans, le montre en ce moment sous le maillot des Sixers. Il est l'archétype du 3&D idéal dans un tel dispositif. Depuis son arrivée à la deadline, il apporte un spacing très intéressant et une belle intensité défensive. Il tourne à quasi 15 points de moyenne avec Philly, et son intelligence de jeu en fait un atout précieux. Il a encore de belles années devant lui, et pourrait devenir un élément clé du projet, mais en tant que restricted free agent, il risque d'attirer des offres sur le marché, et les Sixers devront décider s'ils s'alignent ou pas. Guerschon Yabusele, 29 ans, c'est un profil tout à fait différent, mais pas moins intéressant. Il est un joueur de devoir, avec de l'énergie à revendre, de l'adresse extérieure et un engagement total sur le terrain. Il aime Philly, il l'a dit et répété, mais il a déjà fait des sacrifices financiers pour payer une partie de son buyout l'été dernier. Il est légitime d'imaginer donc qu'il voudra probablement encaisser un joli chèque cet été, et l'équipe qui lui proposera le meilleur contrat pourrait ainsi l'emporter lors de la prochaine free agency. Et puis, il faut le préciser, le choix entre les deux dépendra également de la draft. Si les Sixers prennent un ailier comme Flagg ou Bailey, la priorité pourrait aller à Grimes, histoire d'éviter l'embouteillage sur les postes 3 et 4. En revanche, si le rookie est plutôt un arrière comme Dylan Harper ou VJ Edgecombe, Yabusele pourrait être préféré. Enfin, si les Sixers ne conservent pas le pic, ce sera une catastrophe, et à ce moment-là, Morey n'aura plus le choix que de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Encore une fois, voilà pourquoi le tanking sur cette fin de saison est si important. Bref, les Sixers sont face à un vrai dilemme, ils ne peuvent pas faire de grosses signatures, mais ils peuvent quand même ajuster leur supporting cast en jouant subtilement avec leur cap space et en prolongeant intelligemment certains joueurs. Garder soit Grimes, soit Yabusele serait déjà une belle réussite au vu de l'état de leurs finances. C'est donc un été mouvementé qui s'annonce à Philadelphie en perspective, avec une seule grosse certitude, chaque dollar dépensé devra être optimisé au maximum. Après, il faut l'ajouter quand même, au milieu de tout ça, il y a toujours la carte des vétérans, qui peuvent venir compléter le roster pour pas cher. Si Philly veut jouer les premiers rôles, il va falloir pouvoir entourer le groupe avec des mecs capables d'apporter, de faire le taf sans plomber les finances. Et là encore, on a quelques cas intéressants à gérer du côté de la Pennsylvanie. D'abord, Kelly Oubre Jr. Lui, c'est un vrai joueur de basket, et il le montre encore cette année. Bon, il a toujours cette irrégularité qui peut rendre fou, des soirs où il est en feu et d'autres où il arrose en enchaînant les briques, mais sur l'ensemble de la saison, il a été l'un des rares à tenir debout pendant que l'équipe se noyait. 15 points, 6 rebonds de moyenne et surtout une vraie présence athlétique des deux côtés du terrain sur les ailes. Il est une player option à 8 millions et vu son rôle, réussir à le conserver à un prix raisonnable serait quelque chose d'intelligent, je pense. Ensuite, on a André Drummond, le pivot, l'ancien All-Star, et pour lui c'est plus compliqué. Sur le papier, il devait être une vraie bonne option derrière Embiid, un rebondeur élite avec une présence physique dans la peinture et des kilos à apporter sur les phases défensives, mais la réalité c'est que son impact est devenu ultra négatif. Il plombe l'attaque, son positionnement est douteux et quand il est sur le terrain, l'espace se réduit comme peau de chagrin. Son manque de mobilité le rend difficilement jouable dans la NBA actuelle, surtout pour une équipe qui veut jouer le titre. Le garder, bof franchement, il faudrait un miracle pour qu'il retrouve un vrai rôle utile. Mais avec sa player option à 5 millions, les cartes sont entre ses mains, c'est lui qui décidera de toute façon. Après, on a Eric Gordon, et lui, c'est encore une autre histoire. À 36 ans, il était censé apporter du spacing et une menace extérieure
l'extérieur, et dans les faits, quand il était sur le terrain, il le faisait plutôt bien avec ses 41% de réussite à 3 points, mais son corps a lâché. Opération du poignet, fin de saison prématurée, et honnêtement, difficile de le voir redevenir un joueur d'impact sur la durée. Il a une player option à 3,5 millions, et autant dire qu'il a tout intérêt à l'activer. Le souci, c'est que sa meilleure qualité devrait être sa disponibilité, et au final, quand on fait le bilan, il n'a juste pas été là quand il le fallait. Enfin, parlons brièvement de Kyle Lowry. Pourquoi pas? À 38 ans, il est loin d'être encore le joueur explosif qu'il était à Toronto, mais il peut, je pense, encore avoir une petite utilité. Mais en sortie de banc, avec un rôle ultra réduit, et surtout en tant que relais du coach. Parce que oui, Lowry à Philly, c'est aussi une question de lien avec la ville. Il est chez lui, et il a déjà commencé à se transformer en coach sur le banc. Son impact sur le terrain est anecdotique, mais de ce qu'il se dit, il a une vraie valeur en dehors. Pour lui, un rôle hybride joueur-assistant pourrait être la meilleure suite logique. Il connaît bien Nick Nurse, il a de très bons liens avec lui, et ça peut faire du bien à ses Sixers d'avoir un relais du coach dans le vestiaire. Mais au final, si on regarde tout ça, ce dont on se rend compte, c'est que le management doit maintenant faire des choix intelligents. Oubre mérite d'être conservé, Drummond est clairement sur la sellette, Gordon est un pari risqué, et Lowry peut avoir un rôle de mentor. Il y a donc pas mal de décisions à prendre, et vu la situation financière, il va falloir être malin, et si Philly veut être compétitif, le banc devra être solide. Et ça commence avec les bonnes décisions concernant ces vétérans qui, mine de rien, prendront aussi une place dans le roster, ce qui serait dommage s'ils sont totalement inutiles. Oubre donc, j'aimerais qu'il reste avec sa player option, il sera maître de son avenir, tout comme Gordon et Drummond. Garder ces deux-là peut avoir un intérêt pour renforcer le bout de banc et apporter de l'expérience, mais ne nous mentons pas, cet intérêt reste minime. Essayez de les dump sur le marché des transferts pour récupérer quelques dollars et essayer de progresser dans d'autres secteurs serait peut-être l'option la plus cohérente les concernant finalement. Mais bref, maintenant qu'on a tout mis à plat, il va falloir répondre à ces questions. Où vont ces Sixers? De quoi pourra être fait leur avenir? Dans le meilleur des mondes, Philly réussit son tanking et décroche le premier pick à la prochaine draft. Avec ce premier choix, pas de débat, c'est Cooper Flagg qui débarque, et là, on pourrait avoir un roster qui aurait de la gueule. Maxi à la main en franchise player assumé, Grimes et George sur les ailes, dans des rôles de shooter et de défenseur, avec de la création pour Paul George pour relayer Maxi. Flagg en 4 pour solidifier l'intérieur et apporter une polyvalence incroyable. Embiid en 5 en mode tour défensive et option secondaire en attaque. Là, pour moi, on commence à avoir un équilibre sympa, avec 4 défenseurs potentiellement élites au rôle défini et un Maxi en électron libre. Sur le banc, on aurait McCain en 6ème homme, Oubre Junior pour l'expérience, Council, Edwards et Bona pour l'énergie et le développement, avec des vétérans pour l'encadrement. Ça, c'est l'équipe totalement rêvée, une équipe équilibrée avec du talent à tous les étages et surtout une vraie identité défensive. Dans cette configuration, les Sixers ne joueraient peut-être pas directement le titre, mais ils pourraient quand même directement se positionner comme un contender sérieux dans la conférence Est. Il faudra voir où en sont Embiid et Paul George physiquement, et surtout, il faudra également que Nick Nurse arrive à trancher concernant la hiérarchie. À mon sens, il est temps d'acter que Maxi devient le franchise player. Il a montré qu'il en était capable, et dans ce contexte, il faut qu'il ait les clés du camion. Embiid et George, eux, doivent accepter des rôles secondaires de lieutenant de luxe, capables d'apporter du scoring, mais surtout de se recentrer sur la défense. Si ce scénario se réalise, Philadelphie peut espérer un retour au premier plan rapide, et ça ferait du bien à tout le monde en Pennsylvanie. Le problème, c'est que ce scénario repose sur un énorme facteur chance, la loterie. Aujourd'hui, les Sixers ne sont même pas sûrs de pouvoir garder leur first round, et si ça arrive, ils n'ont que 9% de chance de décrocher le first pick. Une chance sur 10 donc, grosso modo. Ça peut arriver, mais ce serait quand même idiot de tout miser là-dessus. Heureusement, la draft 2025 est dense et d'autres rookies pourraient apporter une vraie plus-value. Si ce n'est pas Flagg, il faudra s'adapter, choisir le meilleur talent disponible et ajuster l'effectif en conséquence. La marge salariale est limitée, mais avec un bon choix de draft et quelques moves intelligents, il y a moyen de construire quelque chose de cohérent. La grosse clé, à mon avis, pour réussir à construire un effectif solide avec ce qu'on a, c'est un rookie impactant, et c'est bien pour ça que sur cette fin de saison, il faut tout miser sur le tanking et faire en sorte de garder ce pic. Ensuite, il faudra un effectif en bonne santé, surtout Embiid et George, à eux de profiter de cette période de repos pour revenir en pleine forme la saison prochaine. Par contre, à côté de ça, et là c'est plutôt à Nick Nurse que je parle, il faudra une hiérarchie claire et assumée. Cette saison, l'absence de structure et les blessures ont empêché les Sixers d'exploiter leur potentiel. Avec un Maxi en franchise player et des rôles parfaitement définis autour, l'équipe potentiellement pourrait retrouver, je pense, de la stabilité. Alors la grosse question pour terminer cette vidéo, c'est peut-on vraiment être optimiste pour l'avenir de Philadelphie? Si la loterie sourit aux Sixers, alors oui, il peut y avoir de l'espoir. Ce scénario-là, avec Flagg, donne des perspectives très intéressantes, mais même sans lui, si la draft est bien gérée et que les blessures laissent un peu de répit, Philly peut rebondir. L'erreur serait de se précipiter sur des trades hasardeux ou de faire des panic moves. Il faut rester patient, jouer intelligemment les cartes à disposition et maximiser chaque asset disponible. En attendant, je le dis et je le répète parce que c'est la clé pour moi, la fin de saison doit être totalement axée sur un tanking intelligent. Ça veut dire quoi un tanking intelligent? Eh bien donner du temps de jeu à Maxi en tant que franchise player, reposer Embiid et George pour préserver leur santé, et surtout développer des jeunes comme Edwards, Council et Bona pour voir ce qu'ils valent. Ça permettra
permettra aussi de maximiser les chances de conserver leur pic protégé top 6, un élément crucial pour l'avenir, vous l'avez bien compris. Cette saison est morose, c'est sûr, mais peut-être qu'il y a un monde où elle pourrait devenir un tremplin pour quelque chose de plus grand pour le futur. Si les Sixers jouent bien leurs cartes, intelligemment, la reconstruction pourrait être rapide et efficace, si on peut vraiment parler de reconstruction. Tout dépendra donc de la draft et de la façon dont l'équipe gère la transition vers ce nouvel équilibre avec Maxey en franchise player. Une chose est sûre quand même, il existe bel et bien un chemin vers la rédemption. Reste à voir si les Sixers réussiront à le prendre. Et si ce n'est pas le cas, il sera peut-être temps de réfléchir à comment tout casser dans cette équipe pour repartir sur de meilleures bases à Philadelphie. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Vous êtes optimiste pour la suite ou alors pas du tout? Perso, j'ai bien envie de l'être, mais au vu de toutes les incertitudes présentes à ce jour autour de l'équipe, je dois avouer que j'ai bien du mal. Il va falloir miser beaucoup de choses sur la chance au moment de la loterie, et voir que Daryl Morey n'a pas toutes les cartes en main ne me rassure pas du tout. Alors donnez-moi vite votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de savoir si oui ou non vous me rejoignez dans cette perception plutôt pessimiste. L'effectif rêvé serait prometteur, certes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a quand même que très peu de chances que Philadelphie arrive à bâtir un roster pareil.